Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à notre soirée rencontre sur le deuil. On est, comme à l'habitude, les premiers lundis du mois et on est fidèle au poste, encore une fois ce soir. Alors, merci d'être là et merci de la part de toute l'équipe d'InfoDeuil et du Repos Saint-François d'Assise qui parraine cette activité. Donc, on se retrouve en automne. On peut vraiment dire là, que depuis quelques jours, c'est l'automne, quoique la journée aujourd'hui était absolument magnifique. Mais voilà, c'est un cycle, comme notre cycle 2021 de soirée sur le deuil s'achève. On se reverra à nouveau pour une dernière fois cette année, le 6 décembre. Mais avant de parler du 6, parlons de ce soir. Comme à l'habitude, on est très bien entouré et je salue ma collègue Joanne de Montigny à qui je vais céder la parole dans quelques minutes. Joanne, comme vous le savez sûrement, est psychologue, elle est aussi conférencière, écrivaine, et elle travaille conjointement avec le Repos Saint-François d'Assise et avec l'équipe d'InfoDeuil depuis presque 6 ans à essayer d'assurer une présence et à assurer de vous offrir des moments, des écrits, des événements pour vous aider en fait à traverser ce long chemin du deuil. Donc, voilà, sans plus tarder, je lui cède la parole. Je la remercie d'être avec nous et elle va nous présenter notre invité de ce soir. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. À plus tard. Merci beaucoup, Alain, et bonne soirée, tout le monde. Merci à l'équipe d'Alain aussi pour les réalisations possibles de ces soirées qui nous font grand bien. Je suis toujours heureuse d'essayer de trouver des invités qui vont nous éclairer dans des sujets variés. Et ce soir, ce sera très intéressant, j'en suis certaine, de découvrir le deuil, les mythes et les réalités autour de ce que les hommes parfois vivent ou s'empêchent de vivre. Alors, on a avec nous M. Éric Ramirez qui va se présenter lui-même parce qu'il y a vraiment un beau parcours. Mais juste un peu pour mettre la table, j'aimerais rappeler un paragraphe ici que je trouve important. Depuis quelques années, une sensibilité accrue se dessine autour de la façon de rejoindre les hommes en difficulté et de leur offrir des services adaptés à leur souffrance. L'autre passage que j'aimerais lire, isolé par nature ou par l'effet de la socialisation, l'homme est-il foncièrement différent dans son expérience de la perte d'un proche? Le tabou du deuil complique-t-il la demande d'aide pour les hommes? Et dans l'affirmative, quelles en sont les répercussions pour eux et pour leur entourage? Je crois que le sujet est très riche. Il y avait Christophe Fauré qui nous avait parlé un tout petit peu de cela. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait dit: attention, mesdames, n'allez jamais penser que les hommes vont vivre le deuil tout à fait comme vous le vivez. Alors, on va voir avec Éric, qui a eu l'occasion de recevoir des personnes en individuel, des familles et des groupes, de nous parler ce soir de ce sujet qui nous intéresse et qui ouvre notre grande curiosité. Bienvenue, Éric, et surtout, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la parole est à toi. Je suis contente de te voir sur écran. On a eu l'occasion de se côtoyer à la maison, à l'ex-maison voyons, parce que je veux le dire, Montbourquette. Et on a eu de belles soirées là-bas ensemble, de belles journées. Alors, c'est un plaisir de te revoir, Éric, et de t'avoir avec nous ce soir. La parole est à toi. Merci beaucoup, Joanne. Vous m'entendez? Oui. Oui, excellent. Donc, tout d'abord, merci, Joanne. Merci, M. Chartier, aussi, pour l'initiative de ces rencontres. Le Repos Saint-François d'Assise, moi, je trouve ça très, très pertinent comme ressource. Puis les rencontres sont très, très, je pense qu'ils servent à beaucoup de gens. Aujourd'hui, hein, comme on l'a mentionné, on va parler entre autres du deuil vécu par les personnes de type masculine, donc autour du masculin.
Mais il y a aussi une partie de témoignage qui va vous être proposée aujourd'hui. J'ai beaucoup jonglé, moi, personnellement, avec l'histoire de est-ce que je fais cette présentation-là aujourd'hui? Vous allez voir que durant la partie témoignage, ben, je suis directement lié avec un deuil important que j'ai vécu il y a 26 ans. C'est un peu comme ça que j'aimerais qu'on commence. Hein. En toute transparence, je vais le mettre sur la table. On va aborder mon vécu de deuil pour commencer. Et après, on pourra faire des parallèles avec le deuil éco-masculin. Donc, qui suis-je? Qui suis-je? Premièrement, hein, je suis un homme de 43 ans maintenant. Ça m'a pris longtemps avant de réaliser que j'étais un homme. Je m'explique, hein, c'est que quand j'étais jeune homme, ben moi, ça ne m'intéressait pas les sports, ça ne m'intéressait pas les chars. Je me reconnaissais pas dans les grands stéréotypes masculins. J'ai toujours été quelqu'un qui a été quand même assez en contact avec mes émotions. Tranquillement, avec le temps, j'ai remarqué que finalement, j'ai vraiment agi comme tout ce qu'on voit dans les recherches sur les hommes durant les époques. Je vais vous inviter un petit peu à les découvertes de cet homme-là, comme j'ai pu le faire moi-même. D'ailleurs, hein, on est au début novembre. Si on avait été à la fin novembre, peut-être que je m'aurais même laissé pousser la moustache pour le Movember. Mais là, présentement, on est au début novembre. Je suis également coordonnateur communautaire famille à la Maison des Petits Tournesols. C'est un organisme qui vient en soutien aux enfants, aux adolescents et aux familles qui vivent un deuil. Donc, je suis à ce poste depuis 3 ans. Mais avant ça, j'avais eu d'autres expériences de vie et de travail en lien avec des gens qui vivaient le deuil. On va pouvoir l'aborder un peu plus tard. Je suis également un conjoint et un père de 2 enfants. J'ai écrit 2 enfants. Je m'explique, hein? J'ai 2 enfants, un de 8 ans, une de 14 ans. Et j'ai aussi un enfant qui est décédé, 6 mois de grossesse. Donc, ça fait partie de mon portrait un petit peu au niveau de l'histoire de deuil, mais ce n'est pas nécessairement celui-ci que je vais parler aujourd'hui, mais je vais en faire allusion un peu plus. Je suis un fils de parents qui ont été très présents dans ma vie, très importants, et je vais aborder un petit peu ce sujet-là aujourd'hui, mais avec tout respect de leur démarche personnelle. Et je suis un frère de Hans Ramirez, que je vais parler à l'instant. Donc, proposition de déroulement, hein, un petit retour sur le passé pour voir qu'il est encore bien présent, ce passé-là, à quel point il m'aide même à faire un cheminement encore aujourd'hui et qui m'inspire pour demain. Après, on va aborder la relation d'aide sur on va faire un regard sur la demande d'aide des hommes vivant un deuil, avec certains petits points plus théoriques aujourd'hui, mais en même temps, vous allez avoir un peu le témoignage que j'ai fait pour pouvoir faire les points en tête. Et on va terminer par une période de questions, réactions, discussions. J'ai décidé de vous présenter cette image. Une image de moi tout jeune, hein, je suis le plus petit des deux, et mon frère, Hans, qui est présent sur cette photo. Je suis né en 78 et mon frère Hans avait demandé à mes parents que je puisse m'appeler Éric l'Invisible. Parce qu'il y avait un ennemi invisible qui avait nommé Éric. Mais évidemment, mes parents ont plutôt penché juste sur le Éric. Éric qui est bien visible aujourd'hui, je suis devant vous. J'ai vécu une belle histoire, une histoire d'amour, de fraternité, puis d'intimité vraiment incroyable avec son grand frère. Je vis donc avec ma naissance, c'est dans l'ouest de l'île, hein, à l'île Perrot, en 78. Je suis d'une famille d'un père qui vient du Pérou, une maman qui est québécoise. Ensemble, on forme une famille des plus unis, avec même des animaux de compagnie. Tranquillement, mes parents font quelques déménagements pour me retrouver aller à l'âge préscolaire à Boucherville avec mon frère qui était déjà mon meilleur ami. Par la suite, mon histoire a eu quelques petites histoires, quelques petits moments où j'ai été confronté au deuil tout au long de ma jeunesse avec des animaux de compagnie, des poissons, des chats. C'est sûr que j'avais eu contact avec la mort, mais jamais de façon, comment je pourrais dire, aussi significative
que ça l'a été un peu plus tard, en 1995, et je vais y revenir. Donc, je grandis à Boucherville avec ma famille et mes parents qui ont commencé une famille d'accueil à la maison. Nous sommes constamment 6 enfants sous le même toit. Une fin de semaine par mois, je suis seul avec mes parents et mon frère. Mon frère Hans, qui a rapidement tracé son chemin dans les cadets de l'air, qui était une référence pour beaucoup de gens. Il était très aimé, très influent. Dernièrement, d'ailleurs, je regardais son album de finissant de secondaire 5 avec tous les mots d'amour qu'il a pu avoir, les mots d'amitié, les promesses pour un demain lié en amitié et tout et tout. Donc, c'était quelqu'un d'apprécié, où ce que les gens pouvaient se confier à lui. Mon frère se démenait en 4 pour tout le monde, il était toujours très présent. Pour moi aussi, il m'a sorti du pétrin plus d'une fois. Il était mon confident. Avec mon frère, on avait aussi développé certains codes pour parler de nos parents ensemble. C'est sûr qu'on était une famille comme plusieurs autres familles, hein. Avec des défis, avec des tensions parfois aussi. Mon frère, ben, c'était celui avec qui je pouvais me confier. Je pouvais aller me déposer avec lui et aborder comment allait être notre vie ensemble. Parce que dès l'adolescence, dès le début de l'adolescence, mon frère et moi, on se disait qu'on allait habiter ensemble. On attendait en fait l'arrivée au cégep. Mon arrivée au cégep, parce que lui, il continuait son chemin. Il était étudié en toxicomanie, en criminologie à l'Université de Montréal. Et il a pu aussi devenir intervenant. Moi, tranquillement, ben, j'étais à l'aube de mes 16 ans, puis je pensais surtout à faire la fête. Fête que mon frère avait réussi à mettre certaines balises dans mon histoire de vie, qui était là pour moi tant que je débordais un petit peu. Et finalement, on a commencé à parler de possiblement habiter ensemble. Mes parents étaient pour partir pour le Costa Rica quand j'aurais 18 ans et que mon frère et moi, on allait garder la maison et bâtir notre vie ensemble. Pendant ce temps-là, moi, je me dis, bon, ben, cégep, ça va être quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller en histoire, je vais aller, travailleur social, ça m'intéressait, travailleur social. Oui. Et finalement, mon frère, en novembre 1995, est décédé. Je dis en novembre 1995, un peu plus tôt, j'ai dit en 1995, il est arrivé un autre deuil au début de l'année, celui de mon chien, qui a été mon premier vrai contact avec la mort, que je l'ai pris mal. J'ai vu un chien dans la souffrance. Puis là, je m'étais dit, moi, à ce moment-là, c'est horrible, la mort, je ne veux pas hâte que mes parents meurent. Je me souviens très bien de cette pensée-là. J'en avais parlé avec mon frère. Hein. Qu'est-ce qui se passe si mes parents meurent au Costa Rica? Qu'est-ce qui se passe si mes parents meurent n'importe où, là, en accident d'auto ou quoi que ce soit? Mais avec mon frère, on discutait beaucoup de cette éventualité-là, de la mort de mes parents. En novembre 1995, suite au référendum 95, hein, j'ai fait ma dernière sortie avec lui en allant qu'il puisse voter. Moi, je n'avais pas le droit encore, j'avais 17 ans et 10 mois. Et on fait notre dernière sortie ensemble, puis il a mal à la tête. Il me parlait de son mal de tête. Le lendemain, le 1er novembre, il est encore très malade. Dans les heures qui ont suivi, Hans doit aller à l'hôpital. Mon père amène mon frère à l'hôpital. On apprend qu'il y a eu un ACV. Donc, il est transféré d'un autre hôpital parce qu'il doit faire des interventions, donc à l'hôpital à Charlemagne, la Rive-Sud. Moi, j'étais habitué de voir mon frère aller à l'hôpital parce que dans l'adolescence, il y a eu une colite ulcéreuse. Donc, j'ai été souvent le voir à l'hôpital. Correct. Hein? Le matin où il avait mal à la tête avant de partir à l'hôpital, je lui ai même dit, bon, le frère, tu as eu une grosse nuit. Hein? C'est la dernière phrase que je lui ai dit de son vivant. C'est une phrase qui a été très lourde pour moi. Très lourde parce que j'aurais tant voulu lui dire d'autres choses. Quand j'ai eu la chance d'aller voir mon frère à l'hôpital, il était rendu dans le coma. Il s'était déjà rendu le moment où il fallait qu'on décide si on allait le laisser, en fait, brancher ou qu'on allait prendre la décision familiale de
débranché mon frère qui était en mort cérébrale. Je vais prendre une petite gorgée d'eau, hein? Ça fait 26 ans, mais c'est très présent. Donc, la décision a été prise. Mes parents étaient déjà à l'hôpital. J'ai été avec un oncle jusqu'à l'hôpital. Je suis arrivé, il y avait des amis déjà présents à l'aile de l'hôpital qui pleuraient. Moi, je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui se passe? Un enfant de 17 ans, un jeune adulte, hein, presque, hein, mais j'étais quand même un enfant. Et j'ai été longtemps à avoir l'impression que c'est moi qui avais pris la décision, qui avait mis à mort mon frère, en disant oui. Ça a été ce moment-là que pour moi, qui a vraiment fait chavirer plusieurs années de ma vie. Donc, novembre 95. J'ai écrit novembre 95 hein, parce que dans ma famille, même la date exacte, c'est nébuleux pour nous. On s'obstine sur le 3, le 4. Il faut dire que la fête de mon frère, pour ses 24 ans, était le 7 novembre, le jour où il a eu son service funéraire. La plus grande fête qu'il a eue de sa vie. Revenons-en au moment de sa mort. Je me souviens encore du soleil qui brillait à travers les fenêtres de l'auto quand on retournait à la maison. Mes parents en pleurs. Moi sur le siège arrière. Je regardais la route. Il est arrivé à la maison. Il est allé dans ma chambre. J'ai pris le bottin de téléphone de mon frère et j'ai commencé à composer les numéros de téléphone, un après l'autre. J'ai annoncé la mort de Anne. J'en ai fait des téléphones. J'en ai fait. J'en ai refait. J'avais besoin de le raconter. J'avais besoin de le dire. J'avais besoin de voir les gens pleurer. Ben, de les voir, de les entendre du moins par téléphone. J'ai des amis à mon frère qui sont venus sonner directement à la maison parce qu'ils avaient entendu la rumeur. Ils ne pouvaient pas. Ils se disaient tout, c'est pas. Un bonhomme de 6 pieds. Hein. Anne, c'était 6 pieds. Et un, même, je pense, il était grand, massif, fort. Ça se pouvait juste pas. Moi, au fil des coups de téléphone, les funérailles qui sont arrivées, j'ai commencé à consoler un peu tout le monde. J'ai commencé à consoler, mais surtout à écouter ce que les gens me disaient. Les semaines sont passées. Il y a des phrases qui me résonnaient en tête. Certaines phrases hein, qui tout simplement mentionnaient en naïveté. C'est horrible, Éric, ce qui est arrivé. Ça doit être tellement difficile pour tes parents. Il n'y a rien de pire que de perdre un enfant. Ça, c'est des phrases que moi, j'ai entendues énormément dans les premières semaines, dans les premiers jours. Il a rendu mon deuil peut-être un petit peu plus difficile. Pourquoi? Simplement parce que je me demandais, elle était où, moi, ma place dans tout ça? Pourquoi j'avais tant envie de pleurer, de mettre une pause sur ma vie, quand mon deuil ne devait pas être si difficile que ça, parce que moi, ce n'était pas mon enfant. Parfois, je disais que mon frère était mon meilleur ami. Peut-être par tentative de montrer aux gens que j'avais perdu quelqu'un d'important. De laisser ma trace aussi. Donc, dans cette famille, hein, nous étions 4. Nous sommes devenus 3. 3 sous un toit qui était bien là. Notre toit, les 4 murs étaient encore là. Mais qui avait une certaine pulsion de vie qui n'était plus dans l'air. Mes parents, ma mère pleuraient beaucoup. Mon père voulait être fort. Il voulait être fort, puis je le mets avec toute la bienveillance, hein, un peu, et avec des guillemets, avec son portrait de ce que devait être fort. Ça m'a pris du temps avant de comprendre. Les décisions que mon père a prises, elles étaient pour lui la meilleure chose à faire à ce moment-là.
Mais en même temps, j'ai cultivé des fois de la colère envers certaines décisions. Aujourd'hui, j'ai pu y pardonner. Pardonner parce que dans mon cheminement, j'ai eu la chance de pouvoir voir tout ce que mon père a pu porter. Donc, ça a été rapidement, nous avons fait le ménage des effets personnels de mon frère. Il y a eu un renouveau à essayer d'être du côté de la vie, mais en même temps, il n'y avait plus personne qui nommait le nom de Hans. Il y avait un tabou qui s'installait. On essayait de se divertir, de changer les idées. C'est facile parce que les proches de la famille élargie, les amis aussi, ils ont tous souffert de ce deuil. Le sujet de Hans est tombé rapidement, pas dans l'oubli, dans le tabou. Les années qui ont suivi, pour moi, j'ai essayé de m'impliquer dans différentes causes. Je n'ai pas été en travail social tout de suite. J'ai été faire un début de carrière en cinéma. C'était un moyen d'expression pour moi. J'ai pu rencontrer, en faisant du documentaire, entre autres, des gens qui avaient besoin de dons de sang, des dons de greffe. J'allais à la rencontre des familles, puis je trouvais ça tellement significatif ce qu'ils me racontaient. J'avais l'impression que c'était à moi qui parlais directement dans leur témoignage. Et un jour, le milieu du cinéma ne me parlait plus. Et j'ai pu commencer à penser à un nouveau choix de carrière. Mon deuil, moi, je pensais qu'il était terminé. Il était terminé après déjà, je dirais, un an, là, tellement qu'on n'en parlait plus, puisque des gens m'avaient dit qu'au bout d'un an, le deuil se terminait. Le fameux sablier était passé, les pages du calendrier étaient passées, donc mon deuil devait être terminé. Donc, j'ai essayé de passer à autre chose. Par contre, je le voyais que ça n'allait pas. J'ai été chercher de l'aide à différents endroits, mais c'est drôle, j'allais toujours chercher de l'aide pour d'autres raisons que mon deuil. Hein? Une fatigue, un manque de goût de vivre. Bon, j'ai peur que là, la consommation m'attire. Oh, j'ai commencé à manger beaucoup mes émotions. J'allais toujours chercher de l'aide pour d'autres raisons. Et j'osais même pas dire aux personnes que j'étais en deuil. Donc, ce tabou-là, tranquillement, est venu à la surface. Hein, à la surface parce que j'ai commencé à rencontrer des gens qui voulaient que je parle de mon frère. Ma conjointe, qui n'avait pas connu mon frère, me questionnait à l'occasion. C'est qui? Qu'est-ce qu'il aurait dit de tout ça, de mes questionnements? J'ai eu des amis aussi qui m'ont permis d'essayer quelque chose. Hein. J'ai commencé à faire des soupers à la maison, à sa fête, à la fête de Hans, le 7 novembre. J'ai invité des gens qui l'avaient connu, des gens qui ne l'avaient pas connu. On se faisait des soupers autour d'une lasagne à parler de Hans. C'était émotif, c'était difficile, mais c'est grâce à ces amis-là, ces oreilles-là, que j'ai pu commencer à renommer son nom, à montrer certaines fautes. Comme si j'y avais le droit maintenant. Mes parents, pendant ce temps-là, ils étaient rendus au Costa Rica. Et un jour, malgré toute l'aide que j'avais été chercher, malgré certains livres que je m'étais même donné le défi de lire sur le deuil, il est arrivé qu'on attendait un enfant. Et j'ai compris à ce moment-là que, oups, si je voulais réussir à aimer pleinement cet enfant, je devais aller toucher mon deuil, car j'avais l'impression de ne jamais me laisser aimer assez et de jamais me permettre d'aimer amplement. Donc, j'ai été chercher de l'aide. En même temps, ça a été mon retour aux études. Hein. J'ai été chercher de l'aide auprès de, premièrement, une orientrice, un orienteur professionnel, bref, qui était aussi psychologue. Tous ces tests qu'elle me faisait passer, elle me disait, Éric, c'est clair que c'est la relation d'aide. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu balais toujours de la main?
tous les résultats. Donc, on a fait vraiment beaucoup de rencontres sur le fait de le métier de relation d'aide ne pouvait pas m'appartenir. Il appartenait à mon frère. Je n'y avais pas le droit. Je n'avais pas le droit d'aller dans ce champ. J'ai quand même été un certificat en intervention psychosociale, par la suite un bac en travail social. Au cadre de mon bac et de mes travaux en intervention psychosociale, tout de suite, le deuil s'est imposé. J'ai fait plusieurs travaux. Ça s'est terminé, mon bac, par 1 an de stage à la Maison Montbourquette. Salutations d'ailleurs à tous mes anciens collègues et anciens collègues et bénévoles qui m'ont tellement aidé en offrant un espace sans jugement, un espace humain où le deuil pouvait aussi être un endroit où on est touché. Merci particulièrement à Sophie Chartrand. Il m'a énormément apporté au niveau de mon deuil. Il a pu m'offrir un espace. J'avais peur de faire mon stage à la Maison Montbourquette, en sachant que j'avais encore mon deuil fragile, à mon sens, mais en même temps, qui est devenu ma force. Durant le cadre de mon deuil, j'ai accepté aussi de m'impliquer auprès de l'EUCAN, où j'ai pu rencontrer des couples en deuil. Couple en deuil, une maman, un papa, en deuil d'un enfant. Et étrangement, c'est là que je me suis senti le plus connecté à mes propres parents. Propres parents que j'avais entendu crier dans la douche, que j'avais vu être le reflet d'eux-mêmes. Et que là, je comprenais, on dirait un peu plus leur souffrance, que je me connectais du moins plus à leur souffrance par le biais de couples endeuillés. J'ai appris à plus entendre les gens et accueillir les gens avec la voix du cœur que la tête. J'ai pu rencontrer des familles au complet. J'ai pu faire animer des groupes d'hommes en deuil. Après la Maison Montbourquette, le groupe d'hommes en deuil a été au Centre de ressources pour hommes. Parce que là encore, j'ai pu accompagner des hommes en deuil. J'ai pu également accompagner des frères et sœurs en deuil, qui m'a amené à me connecter davantage aux miens. Et qu'est-ce que voulait dire la perte d'un frère et d'une sœur? Le rendre un peu plus légitime. D'ailleurs, il y a un guide de l'AFPAD qui va être bientôt sur InfoDeuil. Vous pourrez voir ça. Il y a un bel ouvrage sur le deuil au sein de l'AFPAD. L'apprentissage de la vie, l'apprentissage d'une vie, je me suis donné la chance de me connecter sur certains savoirs théoriques. Quand j'étais à la Maison Montbourquette, il y avait beaucoup la question de terminer un deuil. Est-ce qu'un deuil est terminé? Aujourd'hui, pour travailler à la maison des petits tournesols, connaître le deuil chez les enfants, j'ai pu comprendre que j'étais un enfant quand j'ai vécu mon deuil. Donc, le deuil, je l'ai intégré peut-être plus graduellement qu'un adulte peut le faire. Toute l'étendue de la perte, la signification de qu'est-ce que ça l'impliquait, on dirait que je ne pouvais pas l'intégrer tout de suite. Il a fallu que je le fasse sur plusieurs années. Plusieurs années, puis plusieurs apprentissages. Il y a eu également une phrase qui m'a beaucoup touché. En fait, c'est la métaphore de Christophe Fauré sur la cicatrice. Encore aujourd'hui, ça fait 26 ans cette semaine, puis je dois vous avouer que dans les dernières heures, derniers jours, ma cicatrice me grattait beaucoup, me piquait, à savoir que je prendrais parole aujourd'hui devant vous. J'ai fouillé plein de photos pour choisir une photo seulement. Au début, j'en avais de Hans, quand il avait 23 ans et quelques jours, avant 24 ans. J'ai décidé de mettre seul où on nous voyait plutôt enfant. Pourquoi? Parce que, comme chaque deuil est unique, je voulais que vous faisiez un peu l'image de ce qu'est Hans à votre façon, avec le peu de temps que j'avais pour aborder. Maintenant, un certain regard sur la demande d'aide chez les hommes. Bon, dans mon parcours, c'est sûr et certain que j'ai pu me pencher sur la question d'un homme en deuil, un conjoint en deuil, un enfant masculin en deuil, un frère en deuil. La citation de Christophe Fauré, je l'aime beaucoup. L'homme en deuil se trouve pris dans les conditionnements sociaux qui façonnent son identité masculine depuis qu'il est petit. Même si ce n'est pas formulé explicitement, on attend de lui qu'il assure physiquement et psychologiquement, qu'il soit solide dans l'épreuve,
Il fasse preuve de courage, excusez-moi, et de dignité. Il manifeste peu ou pas d'émotion en public et se montre ni trop éploré, ni trop vulnérable. Vous voyez que juste la lecture de ça, je me suis montré moi-même très vulnérable. Donc, c'est une citation qui m'a beaucoup marqué depuis cette soirée. Quelques regards, quelques observations chez les personnes de type masculine. Pourquoi je dis de type masculine? C'est que je ne veux pas qu'on voit tout en noir ou en blanc. Il y a des gens, vu qu'on parle de socialisation, hein, ils vont prendre des comportements de type plus masculin. Et ça a un impact aussi vis-à-vis le fait qu'il y a des gens qui vont revêtir cette identité. Là, on parle bien d'identité de genre, là, ici. Il y a des hommes aussi qui ne vont pas vouloir aller dans les stéréotypes parce que, tout simplement, ce n'est pas ça qu'ils vivent. Donc, on va se pencher sur la question de l'homme en tant que tel, mais je veux qu'on ouvre vraiment l'esprit sur le fait que ça peut être vu aussi chez les femmes, hein, le type de comportement qu'on va parler. Oups, excusez-moi. L'homme est convaincu de la nécessité de se montrer qu'il est fort. Il a tendance à être un pilier, à prendre soin des autres, à prendre la décision pour les autres. Donc, un homme, hein, souvent, il y a des gens qui vont venir mettre leurs mains sous son épaule en disant « Prends soin de ta femme, prends soin de tes enfants, sois fort. Il faut que les choses avancent. » Donc, c'est l'homme qui va prendre souvent certaines responsabilités, certaines décisions pour s'assurer de la sécurité de tous et chacun. Il y a même chez les enfants, hein, j'ai la chance de travailler avec beaucoup d'enfants en deuil, qui se font dire dès leur jeune âge, quand papa décède, par exemple, maintenant, c'est toi l'homme de la maison. L'enfant va intégrer rapidement certains agissements. Que représente cette phrase-là? Ça veut dire que je ne peux pas pleurer. Il faut que je sois fort. L'homme peut avoir tendance à chercher un coupable pour le décès, en vouloir à la vie, à Dieu, au médecin, à lui-même. Beaucoup de culpabilité. Beaucoup de culpabilité de ne pas avoir pu agir, de ne pas avoir pu sauver la personne. Aussi, tout simplement, hein, de trouver un coupable. Qui était à l'origine du décès? Bon. Pour ma part, j'ai longtemps eu le rêve de rencontrer le médecin, le chirurgien de mon frère, et de lui dire qu'il avait manqué son frère. D'après moi, ça ne pouvait pas être la réalité. Il fallait qu'il y ait eu une erreur. L'homme a peur de consulter, parce que ça signifie qu'il n'est peut-être pas à la hauteur de la situation. Ou pire encore, il peut avoir un diagnostic d'anxiété, de dépression, qui serait selon lui un signe de faiblesse, d'échec. Les hommes vont effectivement attendre beaucoup pour consulter. Ils vont hésiter parce que s'ils vont consulter et que là, la nouvelle n'est pas bonne, ça veut dire que le pilier est en train de s'effondrer. Et tout va prendre ficher le camp, simplement. Mais comme il y a longtemps avant de venir chercher de l'aide, il peut exprimer plus directement sa colère et sa culpabilité. Tout simplement, hein, un homme qui demande de l'aide, qui vient chercher de l'aide, souvent il va l'exprimer comme si c'est pour tout de suite. Il veut des résultats tout de suite parce qu'il est au bout du rouleau. Il a attendu avant d'aller chercher de l'aide. Donc, ce qu'il vient chercher, ça se peut qu'il ne le demande pas avec des « s'il vous plaît ». Souvent, on voit dans les différentes ressources hein, des mémos qui disent zéro tolérance pour l'agressivité ou des choses comme ça, qui est vraiment très, très positif pour le personnel de vouloir se faire respecter. Mais c'est souvent visé pour les hommes ou les personnes de type masculin qui vont vouloir s'exprimer de façon, des fois, peut-être un peu plus tolérée, un peu plus agressive. En même temps, c'est une grande demande d'aide. Il peut arriver avec un désir de solution. Il arrive avec un plan. Il souhaite être validé, informé, rassuré pour voir qu'il fait bien les choses.
Quand on reçoit, quand il y a un homme qui vient à notre rencontre, il va vouloir des résultats rapides, mais aussi savoir qui est sur le bon chemin. Des fois, il va venir valider juste une petite information, puis on ne le reverra pas pendant quelques semaines, quelques mois. Les hommes tentent de rationaliser ce qu'ils vivent, évitent d'aborder ce qu'ils ressentent. Le deuil peut se manifester clair dans son corps, surtout quand il est ignoré par la somatisation. Hein? Le deuil commence à s'installer un peu partout dans son corps, donc il va souvent aller chercher de l'aide au niveau de sa santé avant même de venir aborder son deuil. S'occuper et demeurer dans l'action. Plusieurs hommes viennent et ne comprennent pas pourquoi, après quelques mois, ils se sentent épuisés. Et les émotions sont maintenant incontrôlables. Pendant très longtemps, ils se sont sentis pas si pire que ça, finalement. Hein? Mais tranquillement, ça s'installe et ça commence à être durable comme effet. Aussi, je voulais juste exprimer une chose au sujet, je le rajoute là, directement devant vous. Souvent, les hommes, là, je vais parler maintenant de la maison des petits Pinosols, vont venir chercher de l'aide pour leur enfant. Leur enfant vit un deuil. Disons, maman est décédée ou un frère, une sœur, ils vont nous appeler pour demander de l'aide pour leur enfant. Et au fil des rencontres, on remarque que le parent a énormément besoin d'aide lui aussi. Il a besoin d'un espace sans jugement où il va pouvoir se déposer ses inquiétudes, parler librement. Des fois, peut-être même plus que l'enfant pour le moment. Il faut réussir à bien accompagner l'homme pour pouvoir accompagner par la suite l'enfant ou que le père va pouvoir aussi accompagner son enfant. Je voulais juste rajouter cette petite information. Donc, quelques pistes de lecture. Je vois que ça passe tellement vite. Je vois que je me suis fait prendre au piège. Ça passe tellement vite, 40 minutes. Il y a une étude commandée par le ROHIM que je vous suggère fortement. C'est le ROHIM qui est le regroupement des organismes pour hommes de l'île de Montréal. Ils ont fait vraiment une belle étude au niveau de la demande d'aide chez les hommes. Il y a un autre ouvrage de M. Tremblay et Lheureux sur comment intervenir auprès des hommes. Il y a le livre Hommes et femmes face au deuil de Mme Botéac, qui est vraiment une ressource incroyable. Ça fait du bien de lire. Effectivement, l'homme et la femme le vivent des fois de façon différée ou juste différemment, le deuil. Christophe Fauré, vivre le deuil au jour le jour. M. Frankel, qui découvrit un sens à sa vie, qui m'a beaucoup inspiré. Jean Montbourquette, Isabelle Dapremont, j'ai eu la chance aussi de rencontrer Mme Dapremont. Excusez-moi, je suis en deuil. Et le guide de l'AFPAD, il va être bientôt sur Infodeuil, parce que j'ai été savoir. Maintenant, questions et réactions et discussions. Je vais prendre de l'eau. Ah, cher Éric, merci. Hein? On regarde tout ça et on réfléchit à tout ce que ça signifie, les familles que tu as reçues, les hommes que tu as écoutés, toi, ce que tu as vécu plus jeune et puis le chemin que ça t'a permis de faire. C'est quand même assez extraordinaire. Alors, tu nous as donné en 40 minutes tout un exposé vraiment complet où on peut voir par quoi ça a commencé et par quoi ça continue. Et toute une belle trajectoire au fond qui commence par de la grande souffrance, mais qui permet après de mieux saisir les choses dans sa propre vie et puis de, comme tu le fais si bien, aider d'autres dans les circonstances. Je me demande, Alain, si on a déjà une question pour Éric. Peut-être un commentaire d'abord qui amène une question. Quelqu'un nous explique qu'elle a vécu un deuil depuis 3 ans et que c'est encore très difficile. Et c'est une question qui nous revient à quelques reprises dans les soirées sur le deuil. Ça dure combien de temps un deuil? Alors, peut-être, Joanne, tu pourras y répondre, mais il y avait une sous-question qui s'adresse à notre invité. En fait, après, vous nous avez raconté la perte de votre frère là, qui était présente et on parle d'il y a 26 ans et c'est encore présent.
comment va votre deuil aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un moment où il y a un déclencheur où vous vous êtes dit, maintenant, ça va mieux? Et ce qui a rapport aussi avec le temps du deuil, en fait. Je vous dirais qu'aujourd'hui, présentement, ma cicatrice gratte beaucoup dans les derniers jours. De travailler sur cette présentation a soulevé beaucoup de souvenirs, beaucoup de connecter à une certaine souffrance. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, hein, parce que cette souffrance-là m'amène également énormément de beaux souvenirs. Ce n'est pas de la même intensité qu'avant. Ce n'est pas aussi envahissant qu'avant. Des fois, ça m'a permis aussi de verser quelques larmes, mais tout en souriant aussi dans les derniers jours. Est-ce que ça fait en sorte que mon deuil n'est pas fini pour autant? J'aime bien dire que moi, mon deuil aujourd'hui est terminé. Il est terminé parce que j'ai fait la paix avec la situation. Je me suis réconcilié avec toutes les choses qui peuvent m'avoir blessé à travers ce deuil, ce processus, et aussi de récupérer. Récupérer ce que mon frère m'a laissé derrière lui, sans même peut-être le savoir. Le droit d'être moi, le droit de continuer à me référer à lui, le droit d'avoir une vision sur la vie qui est propre à moi-même. C'est grâce au fait qu'il est décédé que ça m'a amené cette réflexion-là. Je n'ai pas deux vies parallèles. Hein. Je n'aurais jamais pu savoir qu'est-ce qui aurait été vraiment ma vie, si elle était encore là. Mais je me sens bien où je suis aujourd'hui. Quand j'ai parlé un peu plus tôt de la voix du cœur plutôt que la voix de la tête, c'est un peu comme ça que j'aime bien recevoir les gens. J'aime les entendre, j'aime me connecter à ce qu'ils vivent. Il y a un homme j'ai déjà rencontré qui pleurait sa mère. Il s'était mis en boule dans le bureau. Il disait, mais pourquoi? Il était médecin. Dans les premiers temps, il s'est tellement occupé de sa mère dans les dernières heures avant qu'elle décède qu'il n'avait pas pu être lui-même le fils. Moi, je pense que mon frère, avec les années, j'ai pu me connecter au fait que j'étais son frère. Donc, oui, je me sens bien. Il y a un deuil, le temps, mais c'est un sablier qu'on tourne, mais c'est qu'est-ce qu'on fait sur tout ce temps-là qui, à mon sens, devient important. Ce que je trouve intéressant pour rebondir, Éric, c'est que tu dis mon deuil est terminé et pourquoi pas le dire ainsi. Moi, j'allais dire un deuil, ça ne se termine pas, mais ça se vit autrement au fil du temps. Mais ça, c'est juste une façon de dire les choses parce qu'on saisit très bien ce que tu nous expliques. Maintenant, quand les gens nous écrivent ou nous demandent, comme ce soir, ça dure combien de temps? Comment je pourrais dire ça? J'oserais dire que ça dure aussi longtemps qu'on vit parce que c'est avec nous, c'est en nous, c'est à côté de nous, c'est la douleur qui s'atténue. C'est la douleur aiguë. Vous voyez, comme même si Éric a dit mon deuil est terminé, il a dit ce soir ma cicatrice tire un petit peu. Alors, il sent que quand même, il y a quelque chose qui s'est passé sous cette cicatrice qu'il porte. Il porte en lui, sur lui, avec lui, et qui lui donne l'occasion de nous parler ce soir de ce qu'il a vécu et de sa transformation depuis. Alors, je pense que, comment dire, ça va nous accompagner toute une vie, mais on ne va pas en parler tout le temps de la même façon. On va avoir découvert de nouveaux aspects de cette personne qui nous est si chère, qui n'est plus là. On va découvrir sur nous depuis son départ. On découvre sur nous à propos de qu'est-ce qu'on aurait été si elle n'avait pas fait partie de notre vie avant. Alors finalement, cette personne fera toujours partie de notre vie parce qu'on est composé de cette personne-là. On est composé d'une famille, on est composé d'un amour. Ça ne peut pas s'éteindre totalement et ce n'est pas le but non plus.
Je pense qu'il faut juste se dire que parfois, ça va faire très mal et d'autres fois, beaucoup moins mal. Et qu'on va être capable surtout, on est capable de vivre cette souffrance-là parce que dedans la souffrance, il y a aussi des trésors cachés et on se découvre autrement, on se découvre différemment. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on appelle le chemin du deuil, parce que finalement, on n'arrête pas de cheminer. Tout à fait. J'approuve, Joanne. Hmm. Est-ce qu'on pourrait dire que la question s'adresse autant à Joanne qu'à notre invité, à Éric? Est-ce qu'on pourrait dire vers la fin du chemin du deuil, peut-être que la douleur ou le deuil lui-même fait place plus au souvenir, à, à ce que notre proche qui nous a quittés prend une place en nous, mais qui va devenir ou qui est moins ou pas douloureuse, mais qui fait partie de notre mémoire, de nos souvenirs, de la place que cette personne-là avait dans notre vie active au moment où la personne y était. Mhm. Tu Puis, veux répondre, Joanne, ou tu veux que j'y oui, aille? vas-y, je vais aller après toi. Effectivement, mon frère, je sens qu'il est encore là dans toutes les décisions que je prends. Il est encore mon premier réflexe de consultation. Hein. Je vais me tourner vers lui, à l'intérieur de moi, puis je vais me questionner. Mes parents sont vieillissants. J'ai des inquiétudes pour leur santé présentement. Et c'est avec mon frère, hein, que j'en discute pour l'instant, pour commencer. Par la suite, je n'hésite pas à aller chercher un deuxième avis ailleurs. Mais j'ai comme l'impression qu'il faut que je sois en phase et en accord avec mon frère avant d'aborder certains sujets avec mes parents. Avec mes choix de vie aussi, avec mes enfants, mes dilemmes. Hein. Mes enfants n'ont pas connu leur oncle, mais en même temps, j'ai envie qu'ils le connaissent. Ça leur a été qui, ce bonhomme-là, dans votre vie? Ça ne veut pas dire que je leur en parle à chaque jour, hein, mais on a des moments où c'est privilégié, où on en parle. Ça ne vient pas toujours de moi. Mes enfants aussi le nomment. Et voilà. Hmm. Et ça, c'est très bien. Euh, je crois que justement, M. Montbourquette disait qu'on avait un rôle de ramener la vie du défunt par notre parole, de le faire connaître à la famille, à tes enfants, par exemple, ou tout ça. C'est puissant de parler de quelqu'un qui a été important, même s'il n'est plus là. Sa vie a existé et par le fait même continue de nous transformer. Euh, c'est que, au fond, on a référence à des liens qu'on avait établis. Alors, c'est beau de t'entendre, Éric, dire, ben, c'était mon confident, je suis encore portée à lui parler, lui confier. On parle tout bas dans notre tête, hein, Mm-hmm. et on Mm-hmm. s'adresse à cette personne. Donc, il fait partie de notre chemin de vie. On sait que c'est pas palpable, c'est invisible. On s'ennuie physiquement pour un couple ou pour des parents ou peut-être même un frère, une sœur qu'on aurait aimé voir physiquement arriver, danser ensemble et faire tant de choses. Ça se passe à un autre niveau. Ça se passe peut-être à un niveau plus mystérieux, plus profond, plus Mm-hmm. silencieux, mais inspirant. Je crois que ceux qui partent avant nous nous inspirent sur notre art de vivre, sur comment on voudrait continuer la vie euh, en pensant à lui, en pensant à ce qu'il aurait été. On essaie de l'imaginer. Alors, Mm-hmm. ça nous fait créer un peu dans notre esprit une relation qui perdure, mais autrement. Euh, on a une autre question où on se demande, est-ce que les hommes arrivent à parler du défunt, de la défunte avec joie, avec bonheur de la place que cette personne a occupée dans leur vie, ou si plutôt ça reste un sujet qui est plutôt tabou pour eux?
Je ne vais pas parler au nom de tous les hommes, je vais parler des hommes que j'ai pu rencontrer, évidemment. Euh, Si on leur fournit l'espace, le moment approprié, un espace sécuritaire, un moment approprié. Je vais toujours me souvenir, moi, des groupes que j'ai pu animer où il y avait des hommes plus réticents, hein, qui restaient un peu plus éloignés, qui disaient, ben, moi, je ne parlerai pas aujourd'hui. Je ne veux pas parler, je ne veux pas prendre parole. Je vais partir tout de suite à la pause. Combien il y a de bénévoles et moi-même qui ai été témoin de ce type de réaction? Comment dire non, moi, c'est hors de question. Finalement, c'était souvent les premiers qui parlaient. Ils allaient tout mettre sous la table. Allez, go, on enlève le plaster d'un coup, on le fait. Des fois avec la grande souffrance. Au fil des rencontres, hein, ils venaient de plus en plus. C'est sûr qu'ils avaient envie d'être aussi aidants pour les autres, les nouveaux qui arrivaient, et vouloir prendre parole et continuer de parler. Les hommes, ça parle beaucoup, 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 beaucoup. Combien de groupes qu'on a fini finalement plus tard? Hein? Combien de groupes qu'on a vu qu'ils disaient on ne prend pas de pause, on continue. Les hommes aiment parler, mais des fois, c'est peut-être juste le contexte. Hein? Le contexte parce que en dehors de cet espace sécuritaire, il y a toute la pression du social qui les ramène à l'ordre. Tandis que dans cet espace sécuritaire, ils peuvent se le permettre. Combien il y a d'hommes qui disent ben moi, je pleure ouvertement, mais le monde me dit carrément ben, à un moment donné, réagis, mets-toi en action. Ils se font donner des conseils pour être sûr de redevenir un pilier, d'être fort, entre guillemets, hein, pour justement que le deuil ne dérange plus. Le tabou de la mort, le tabou du deuil est très présent. Est-ce- euh, on nous demande pour faire un peu suite à ce qu'on vient de discuter, quand un homme, par exemple, préfère et ne pas parler, est-ce qu'on a tendance dans un espèce de cheminement de respecter ça? Ou si on essaie plutôt d'amener disons, de concocter des façons de l'amener à pouvoir s'exprimer? C'est sûr, c'est sûr qu'on peut essayer de mettre la table pour qu'il puisse sentir qu'il est libre de venir se servir, là, de prendre parole si vraiment il en a envie. Mais je pense que c'est important de respecter aussi son rythme. Le fait de voir que ça peut ne pas être menaçant, de parler et de pleurer. Ou peut-être juste qu'il s'habitue au fait qu'il en a le droit aussi. Simplement. Moi, j'encourage à vraiment, vraiment respecter le rythme de chacun. Ça se peut qu'on ne soit pas la personne avec qui veut vivre ça aussi. Hein. Non plus. Des fois, il y a beaucoup de conjoints, moi, qui me disent mon conjoint, il ne veut pas parler de ça, il ne veut pas pleurer devant moi. Ça se peut que ça soit ça. Simplement, il ne veut pas le faire devant certaines personnes, mais si on lui donne l'occasion de pouvoir le faire, peut-être qu'il va réussir à le saisir. Mais je trouve que c'est une très, très belle question par ailleurs. Parce que ce soit un homme, oui, ou une femme, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ne sont pas habituées à parler de ce qu'ils vivent ou de ce qu'ils... Et dans leur cas, dans certains cas, c'est peut-être un choix ou une façon d'être qui ne les brise pas, qui ne les empêche pas de cheminer. Des fois, il y a des silences qui aident tout le monde. Les gens dans une salle, on le sait, Éric, hein, pendant que certains écoutent, d'autres s'expriment, pendant que certains pleurent, l'autre sort un mouchoir pour l'aider. Il y a des moments qui varient. Il y a des personnalités qui sont très variées. Il y a des gens qui sentent beaucoup le besoin de parler, d'autres tellement moins. Et ça ne voudrait pas dire que quelqu'un qui ne parle pas beaucoup ne va pas bien. Et ça ne veut pas dire que quelqu'un qui parle beaucoup va aller mieux ou va mieux. Donc, ce n'est pas toujours associé à la parole ou au manque de mots. C'est plus associé à une fraternité, une écoute, peut-être un rôle que parfois on se donne, mais que c'est un rôle très aidant pour soi et pour les autres.
que ce soit d'aller rendre service, parfois, c'est aussi aidant et apprécié des autres que finalement, ça nous fait du bien à nous-mêmes. Beaucoup d'hommes me disaient, pendant que ma femme accompagne, je vais chercher ceci ou cela, très actif, mais ça l'aidait et ça aidait la famille, ça aidait tout le monde. Mais ce n'est pas un rôle fixé dans le béton et ce n'est pas un rôle non plus pour, comment dire, éviter de parler ou éviter les larmes. C'est simplement une façon de transcender la douleur, mais qui n'est pas, qui ne nous détruit pas ou qui ne nous bloque pas. Alors, il y a quand même différents modèles d'aide et la parole, c'est un modèle. On le sait que ça fait du bien parler, mais je crois qu'il y a des artistes qui vont le faire en chanson, en peinture, en musique, en dessin, en sport. Il va y avoir différents modèles pour reprendre pied dans la vie, reprendre le goût de vivre. Et moi, en tout cas, dans des groupes, j'ai trouvé que les gens en silence avaient un rôle important. Et bien sûr que je les ai invités à l'occasion de parler. Mais quand je comprenais que pour eux, ce n'était pas leur façon de faire, j'ai aimé leur présence parce que je me suis dit, ça leur fait du bien quand même. Et puis, c'est bon de voir pour l'autre dans une salle qu'il est écouté par un père en deuil, un endeuillé comme lui ou comme elle. Tout à fait. Il y a Tout tout à ça. fait, Joanne. Moi, vraiment, je suis dans ça. Hein. Il y a des Oui, gens, moi, qui sont venus des fois plusieurs rencontres avant de prendre parole. Il n'y a pas que la parole, comme tu le mentionnes de toute façon. Il y a non. un homme qui est venu crier au sein du groupe. Hein. Son besoin était de crier. Puis on lui a demandé, le groupe était d'accord qu'il puisse crier en toute sécurité avec nous au sein du groupe. Oui. Il a voulu avoir mon soutien dans tout ça. Ça a Oui, ça été, prenait beaucoup de confiance entre tous les membres, là, puis oui, oui. c'est Hein? ça. Ça a été un moment magique, là. Magique, vraiment. Puis ça lui a tellement enlevé un poids immense des épaules. Oui, oui. Mais ça, il fallait le faire dans un climat de sécurité. Oui, absolument. Ce n'est pas une prescription. Non. Oui. On nous demande, par rapport à votre rôle d'intervenant, qu'est-ce qui, selon vous, rend le deuil au masculin pour un homme plus difficile en comparant avec celui d'une femme, de façon générale, bien sûr? Est-ce que ce serait que l'homme a tendance peut-être à un peu plus s'isoler ou qu'il a moins, de façon générale, de contact avec d'autres? Ou quelles seraient les pistes pour comprendre la différence entre le deuil chez un homme ou chez une femme? C'est pas plus difficile. Hein? J'aimerais vraiment dire que c'est pas que le deuil au masculin, c'est plus difficile. Il y a des enjeux, peut-être des embûches différentes, tout simplement. Le fait que l'homme n'a peut-être pas appris dès son jeune âge hein, que c'était correct d'avoir des émotions, d'avoir mal, qu'il était obligé de se relever rapidement quand il se faisait mal aux genoux, là, de se remettre dans l'action, et de pouvoir être en contact avec ses émotions, de pouvoir les reconnaître. C'est très, très difficile. Le fait de parler aussi, le fait de pouvoir être entendu des autres et que les autres ne soient pas déstabilisés face à la détresse d'un homme. Je pense que ça, c'est une des difficultés les plus importantes. Ça, c'est intéressant, Éric, là, ce que tu dis. J'arrive tout de suite pour expliquer une chose. Combien de femmes, peut-être l'as-tu entendu, Éric, nous disent j'ai vu mon père pleurer pour la première fois et j'étais tellement chavirée que je ne savais plus quoi faire. Je ne l'avais jamais vu pleurer. Donc, c'est vrai que les femmes, des fois, vont être étonnées elles-mêmes quand un homme va se mettre à pleurer, vont être très touchées, comme si
c'était plus rare et puis que ça nous touche davantage. Comme si un homme pleure, ça doit être vraiment triste. C'est ça. Oui, Oui, effectivement. mais en même temps, j'ai vu des hommes pleurer devant moi, à côté de moi, avec moi, des hommes qui étaient beaucoup capables et de parler et de pleurer, et ça faisait partie de leur cheminement. Et c'est pour ça, comme tu dis, Éric, on ne généralise pas, c'est pas catégorisé de façon claire, mais ça dépend des milieux dans lesquels on a grandi, des âges, des générations. Ça dépend des messages qu'on a reçus à la maison. Bien sûr, si on dit fais un homme de toi, à un petit bonhomme de 8 ans. Puis bon, il y a des messages comme ça hein, qui sont vite intégrés et qu'il y a des rôles et que... Alors, mais de plus en plus, on arrive dans des sociétés qui essaient hein, de mettre de l'avant des personnes, qu'elles soient hommes ou femmes. On a le cœur ensemble à vivre des choses, comment dire, personnelles et collectives qui sont difficiles, l'entraide et tout ça. On le voit, ce n'est pas une question d'être un homme ou une femme. C'est une question, je crois, des messages de la société pour répondre à la dame qui demande qu'est-ce qui fait qu'il y a des différences comme ça. Ce sont les rôles qu'on a imposés. Encore une fois, ça dépend des générations. Hein, quand on allait à l'école et que les rôles étaient très définis, on voyait ça dans nos cahiers, dans les images. C'était très clair ce qu'une femme faisait dans la vie, puis ce qu'un homme faisait. Alors aujourd'hui, bien sûr, heureusement, c'est pas aussi divisé que ça maintenant. Et c'est ça qui est formidable. Je pense qu'un jour, on ne parlera plus du deuil au masculin ou du deuil au féminin. On va parler vraiment du deuil des personnes. Oui. Moi, je pense que c'est important de revenir sur le mot fort. C'est quoi ça, être fort? Autant pour les hommes que les femmes. Hein? Oui. Ah, cette personne-là a été forte, elle n'a pas pleuré lors des funérailles. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, être fort? Hein? Oui. Je pense que ça vaut la peine, quand on l'entend, de se questionner, est-ce que nous-mêmes, on le porte, ce stéréotype-là, là, de faire transmettre ça aux autres générations ou aux proches, à nos proches, tout simplement. Oui, tout à fait. Certains endeuillés qui vous consultent en tant qu'intervenant ou qui participent à d'autres groupes qui sont à leur disposition décideront de devenir peut-être bénévoles dans certains cas par la suite. Et la question qui est posée, c'est à quel moment un endeuillé est prêt à faire le saut et à aller, cette fois-ci, aller aider plutôt que de l'être. Ou si ça continue, en fait. C'est une très, très bonne question, vraiment. Moi, j'ai des bénévoles qui m'ont approché. Ils vivaient un deuil. Je n'ai pas voulu fermer la porte, hein, mais on va y aller avec bienveillance. On va y aller à son rythme. C'est important de s'écouter avant de vouloir aider la planète, hein, tout ça, mais on s'aide soi-même. Dans le cadre de notre travail, nous, on dit, il y a beaucoup de gens qui placent certaines de leurs émotions, quoi que ce soit, dans un tiroir, ils essaient de le barrer et jeter la clé. Hein. Moi, j'aime bien dire, ben, quand il se passe quelque chose en nous, là, à l'écoute des autres, on le met dans un beau petit pot maçon vitré, là, puis ça reste en mémoire comme quoi qu'on a ça à s'occuper de notre deuil. C'est important, on ne devient pas des robots en relation d'aide. On peut être touché par le vécu des autres. L'important, c'est de ne pas être atteint totalement. Là. On ne peut pas être complètement désorganisé, mais de verser une larme avec quelqu'un et dire « ça me touche, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? » C'est tellement humain. C'est tellement humain et c'est tellement beau. Est-ce que ça répond à la question? Je pense. Oui. Enfin, moi, je le prends comme une très belle réponse. Je pense que nos invités aussi. Alors, ça fait le tour des questions qu'on avait pour ce soir. Donc, je vais vous laisser le mot de la fin à toi, Joanne, et à Éric.
Mais je vais simplement remercier les gens qui qui étaient là avec nous ce soir et qui seront là aussi dans les diffusions futures. Comme vous savez, les capsules de soirée Rencontre sur le deuil vont demeurer sur le site, donc vous pouvez les consulter quand et au moment où vous le souhaitez. Donc, je vous dis bonsoir, je vous remercie d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous le 6 décembre et je cède la parole à Joanne et à Eric pour le mot de la fin. Merci tout le monde. Oui, alors, c'était une soirée, encore une fois, inspirante, enrichissante, où on a appris des choses, on a écouté un homme qui a ouvert son cœur, ses paroles, qui nous a dit comment il l'avait vécu et comment il le vit encore aujourd'hui. On voit que ça l'a ouvert sur le chemin de la relation d'aide et que c'est merveilleux d'aider, comme tu le fais, Éric, d'autres hommes et que tu peux vibrer avec eux à la peine qu'ils viennent confier à différents moments de leur vie. Alors, c'était vraiment intéressant et de voir aussi les quelques écrits à la fin qui vont être déposés sur le site parce qu'on aura le goût, je crois, d'aller lire encore là-dessus et d'aller découvrir encore là-dessus à ce sujet-là. Alors, un grand merci d'avoir fait à la fois le témoignage et le petit tour d'horizon dans ta vie professionnelle d'aujourd'hui, dans ta vie auprès des groupes. Et pour les personnes qui nous écoutent, j'aimerais vous dire que notre dernière rencontre, comme M. Chartier-Alain le mentionnait tantôt, c'est le 6 décembre. Je vais vous annoncer tout de suite qui sera là, parce que je me dis, bon, bien, ça va être proche de Noël, puis on veut avoir des êtres aussi qui vont nous aider peut-être à traverser cette période-là et alors, je vous le dis, nous aurons Nicole Bordelot. Et vous savez que son dernier livre s'appelle Tout passe. Alors, j'avais envie de lui demander, elle ne le sait pas encore, mais est-ce que c'est vrai que même le deuil passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout passe. Hein? Et donc, ça va être très intéressant d'aborder un sujet sur le tout passe dans la vie. Et nous allons l'écouter dans plusieurs thèmes aussi pour retrouver à l'intérieur de chacun un petit havre de paix et puis de traverser les fêtes avec de la joie, même à travers la peine. C'est possible. Hein? On a des beaux titres comme L'ombre et la lumière et on sait que c'est possible de vivre les deux à la fois. Alors, on va pouvoir parler avec elle de tout ça. Moi aussi, je remercie les gens de se joindre à nous, les fidèles à chaque mois et les nouvelles personnes qui nous ont retrouvés ce soir. Et encore une fois, merci au Repos Saint-François, à Alain et à toute l'équipe et à Éric, toujours un grand merci. Un merci partagé, Joanne. Vraiment, ça a été très apprécié. Puis merci à tout le monde qui a pu être présent ce soir. Je continue mon cheminement. Grâce à vous, vous aurez maintenant une pierre de plus sur mon cheminement qui m'aide à continuer à avancer et à aider les autres femmes endeuillées et les familles endeuillées. Merci.